Bonjour. Bonjour à tous. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte avant qu'on commence. Donc aujourd'hui, on va parler de la slow life avec Juliette du compte Amadria. Juliette qui devrait normalement se connecter. Je vais voir si j'ai pas... Parce que des fois, on ne voit pas forcément la demande. Donc voilà, Juliette qui va sûrement arriver bientôt. Donc Juliette, je crois, je sais plus si je te l'ai dit, si jamais tu es déjà connectée, c'est à toi en fait de me faire la demande. Je sais pas si moi je peux la faire de mon côté, mais en tout cas, jusqu'alors c'est comme ça qu'on a procédé. Tu me fais la demande en fait pour participer. Voilà. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc c'était vraiment une invitation aussi à ralentir ce live et je suis super contente de pouvoir vous partager ça avec Juliette qui va vous parler plus en détail justement de... Ah ça y est, elle est connectée. De ce qu'est la slow life. Donc là Juliette va pouvoir se connecter. Coucou. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, nickel. Super. Attends, moi je vais mettre le son un peu plus fort. Ouais, Bon. Ok, super. Bon alors, ça y est, on est connecté. un peu surexposé, mais bon. Comment? Je suis un petit peu surexposée, mais bon. Bon, au moins t'es bien lumineuse quoi. Ouais. Bon alors du coup avant de commencer, donc ouais pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi les posts ou les stories, ça va donc être un live sur la slow life. Donc Juliette va nous parler de ça un petit peu plus en détail. Donc bah, Juliette, tu fais comme tu le sens, comme tu as envie. Après si tu peux aussi peut-être un petit peu avant de démarrer sur la thématique, te présenter pour les personnes qui en fait me suivent mais qui ne te connaissent pas, pour un petit peu situer au niveau du contexte. Ok, ça marche. Du coup, moi, mon prénom c'est Juliette, mais du coup, sur Instagram et sur YouTube, je m'appelle Amadria et j'ai une chaîne YouTube depuis 2016 qui au début était pas mal axée développement personnel. J'ai commencé à parler un petit peu de méditation et petit à petit, je me suis pas mal centrée sur les sujets de la psychologie, du slow living, du bien-être psy, etc. Et là, j'ai envie de créer une entreprise qui parle du slow living et de l'art et du coup, c'est un peu tout ça qui m'a menée à faire ce live aujourd'hui avec Marjorie. Est-ce que tu peux un petit peu dire ce que ça signifie à Madria? Parce que je trouve que c'est Oui. magnifique la signification. Amadria, on peut entendre une sonorité un peu grecque dedans parce qu'en fait, ça vient de la mythologie grecque. C'est les nymphes des bois, en fait, les amadriades. Bon, j'ai un peu recomposé le mot, mais du coup, les amadriades, en fait, c'est des nymphes très spécifiques dans la mythologie grecque qui ont la particularité d'être liées à un arbre. Et en fait, on considère que, enfin, ça raconte que si l'arbre est coupé, la nymphe meurt. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il y a une symbolique très très forte au niveau du rapport à l'ancrage, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que dans ma vie, que je m'étais coupé mon ancrage au sens plutôt spirituel, du coup, j'avais l'impression de me perdre moi-même et du coup la métaphore de la madriade correspondait très très bien à mon parcours de vie et c'est comme ça que j'en suis venue donc à choisir ce pseudo. Et ça te va super bien. D'ailleurs j'ai une petite Ok. sur le bras, je sais pas si on peut la voir mais c'est ça du coup, une petite nymphe des arbres. C'est super joli. On voyait pas trop là avec la lumière en Ouais, fait. Ça faisait des et du coup voilà. un petit bon. Super. Ok, bah du coup, après tu fais comme tu le souhaites. Si tu veux raconter un petit peu ton parcours de vie ou comment t'en es venu là pour arriver jusqu'au... Parce que bon, là, tu t'as quand même un petit peu résumé, mais si tu veux rentrer plus en détail, si tu veux déjà nous parler directement de la slow life, de comment t'es Ouais. peut-être arrivé progressivement à ça en fait. Je pense que ouais, pour faire assez rapide, en gros, j'ai eu un parcours bon, assez, enfin jusqu'à mes 16 ans, c'était un petit peu chaotique. J'étais une personne qui a souffert énormément de troubles psychiatriques, de dépression, de problèmes assez graves.
Et à l'âge de 16 ans, en fait, j'ai eu une sorte de prise de conscience à peu près au moment où j'ai arrêté le lycée, où j'ai commencé en fait à pouvoir prendre le temps de vivre à mon rythme, etc. Et ça m'a permis de découvrir la méditation assez spontanément en fait par moi-même, et ça m'a quand même marqué un gros tournant dans ma vie. Et du coup, suite à ça, j'ai commencé à découvrir pas mal de choses, la spiritualité, le développement personnel, etc. Ensuite, j'ai repris des études. Donc là, ça m'a fait un petit peu m'éloigner à nouveau de ce chemin plus spirituel et où j'ai dû reprendre un rythme urbain, un rythme, voilà, on a un emploi de temps, Plus etc. rapide. Ouais, c'est ça. Et je me suis sentie directement moins heureuse et moins épanouie dans ma vie. Ça m'a fait me poser pas mal de questions, même si le développement personnel m'aidait pas mal. Et du coup, c'est ça qui fait que, au fil des années, j'ai commencé un peu à me demander comment je pouvais ralentir, mais je connaissais pas encore le slow living. Et c'est grâce à ma chaîne YouTube et grâce à mes différentes rencontres que j'ai faites grâce à ça que petit à petit, en fait, j'ai commencé à entendre ce mot à droite, à gauche, sans forcément trop comprendre ce que ça représentait. Mais ça faisait quand même un écho et je me suis rendu compte de plus en plus que c'était peut-être ce vers quoi j'avais le plus besoin de me tourner, notamment parce que vers 2017-2018, j'ai fait plusieurs burn-out. Enfin, le premier, c'était en 2014 et j'en ai fait ensuite un peu plus tard dans ma vie et ça m'a fait vraiment poser des questions sur le rapport qu'on avait au rythme de vie. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a un petit peu mené aujourd'hui à mettre la slow life au cœur de ma vie et à m'intéresser beaucoup à ce sujet. Ah, c'est génial. Et en plus, bon, bah, c'est vrai qu'après, bon, pour les personnes qui connaissent pas en fait Juliette sur sa chaîne YouTube, il y a beaucoup de personnes, je pense que ça pourrait intéresser aussi. Je fais un petit aparté là-dessus parce que ça m'a fait penser à ça par rapport à l'hypersensibilité. Parce que tu as fait pas mal de vidéos là-dessus sur ta chaîne YouTube. Et c'est vrai que je sais pas si tu comptais en parler dans le live, mais je pense que ça peut être aussi vraiment lié à ça parce que le fait d'être très sensible aussi, que ce soit à l'environnement extérieur ou que ce soit finalement à... Parce que l'hypersensibilité, bah, comme tu le sais, c'est pas seulement au niveau émotionnel, donc ça peut aussi être lié à plein d'autres choses. Et le fait de vivre enfin, à un rythme finalement moins soutenu et de pouvoir ralentir et faire les choses beaucoup plus simplement, ça peut aussi beaucoup aider justement bah, par rapport en fait, à l'hypersensibilité et finalement à, à se sentir mieux en fait intérieurement. Ouais, c'est clair. Bah, ça relie aussi un sujet dont je parle beaucoup sur YouTube parce que du coup, je parle beaucoup des intelligences un peu atypiques, dont notamment bah, l'intelligence émotionnelle, l'hypersensibilité, la surdouance, même un peu tout ce qui est trouble de l'attention, Asperger, etc. Parce que je considère que tout le spectre des intelligences un peu atypiques, on est les personnes les plus sensibles psychologiquement du monde et à tout ce qui est un petit peu, ce qui nous éloigne de notre nature profonde, on va dire, notre nature humaine, où on doit quand même prendre le temps en fait, de vivre et d'écouter nos besoins parce que justement cette hypersensibilité, elle est émotionnelle, elle est physique, elle est psychologique et du coup, je pense qu'on est les personnes qui ont peut-être le plus besoin de se recentrer sur ces choses-là. Donc c'est clair qu'il y a une grosse corrélation entre les deux. Oui, tout à fait. Ok. Alors au niveau pour les gens qui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent quand même connaître le concept, mais pour les gens qui connaissent pas du tout, qui n'ont pas forcément entendu parler de ça, est-ce que tu peux un petit peu nous résumer ce que c'est que la slow life ou le slow living, je sais pas finalement le terme qui est le plus employé. C'est vrai que c'est un concept qui a repris. En fait, on a l'impression que c'est un truc très récent, mais ça existe quand même. Enfin, c'est une culture qui existe depuis les années 80 à peu près. À la base, c'est venu du milieu plutôt food, parce que du coup, c'était en fait arrivé en opposition au fast-food à l'époque. C'est-à-dire, c'était un Italien, je crois, qui s'était un peu révolté contre le système des grandes chaînes de fast-food, etc. Donc déjà, il y avait quand même un peu un côté qu'on peut relier un petit peu à l'écologie, à la consommation, etc. Et du coup, il y a eu le mouvement Slow Food qui a été créé, qui est encore une organisation qui existe encore aujourd'hui. Et du coup, bah, petit à petit, les gens ont repris ce concept pour l'appliquer un peu à plein d'aspects différents de la vie, dont notamment, bah, typiquement, on peut l'appliquer à l'écologie avec le minimalisme, la déconsommation, etc. Avec le bien-être, on peut l'appliquer notamment à tout ce qui touche au yoga, à la méditation, à l'écoute de soi, à la pleine conscience, tout ça. Et en fait, si on réfléchit un peu au concept de ralentir, on se rend compte que finalement, ça peut toucher à tous les domaines de l'existence. Mais c'est surtout, je pense que ce qui est un peu au cœur du slow living, c'est finalement le fait d'être conscient de notre rapport au temps, conscient de comment on utilise notre temps, de comment on utilise notre énergie. Et finalement, à partir de là, ça peut peut-être changer notre perception de tout ce qu'on fait et notre façon de faire les choses en fait en général. Ouais, c'est changer la perception, puis aussi finalement changer notre rapport à la société, parce que le souci aussi, je dirais, c'est qu'on est tellement, on peut être vite happé par tout le monde autour qui va beaucoup plus vite en fait, et après on va vouloir revenir. Enfin, ça on en parlera peut-être après, mais on en avait parlé aussi par rapport au réseau finalement, à la vie réelle, mais aussi à la vie virtuelle. Les gens veulent aller de plus en plus vite aussi pour pouvoir suivre en fait les autres, pour pouvoir aller au même
au même rythme que les autres, en oubliant son propre rythme et puis en oubliant finalement que les autres ne sont pas forcément bien non plus en fait dans ce rythme-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et il y a aussi un facteur, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a la visibilité. On peut voir un peu tous les chemins de vie qui s'offrent à nous. On voit des gens qui font un métier puis qui changent. Enfin, aujourd'hui, on n'est plus dans un schéma où on a une vie rectiligne, où on choisit une profession, on l'a fait toute notre vie comme c'était le cas il y a encore 50 ans. Et en fait, le problème, c'est que c'est positif dans le sens où ça donne beaucoup de possibilités, on se sent plus libre. Mais cette liberté, elle est un peu à double tranchant parce que finalement, plus on est libre, plus on a de choix. Et plus on se retrouve un peu coincé par ses choix, parce que du coup, on a tellement de possibilités qu'on a envie de tout faire, et au final, bah, on oublie un peu qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et parmi ces 24 heures, il faut quand même se nourrir, prendre soin de soi, dormir, etc. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup cette question de la visibilité de tous les champs du possible qui joue dans cette sensation d'accélération du temps. Et je pense que si le slow living a fait autant écho à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a tous le sentiment que le temps accélère. Et pour moi, c'est pas juste un phénomène physique ou je sais pas quoi, c'est aussi lié à Internet et à la liberté qu'on a de plus en plus grâce à tous ces moyens qu'on a à disposition aujourd'hui, quoi. Mais c'est exactement ça. Je vois quand j'ai coupé justement non seulement des réseaux mais d'Internet, ça fait 2 week-ends que je le fais de suite, pendant au moins 2 jours. J'ai eu l'impression quand j'ai rallumé le portable que la vie s'accélérait mais d'une manière mais incroyable quoi. Et je l'avais déjà fait mais il y a longtemps en fait. J'étais pas du tout dans le même, j'avais pas du tout la même vie, j'avais pas le même travail. Tout était différent en fait évidemment. Et je me rends compte en fait à quel point on ne se rend pas compte en fait quand on est dedans. On est comme sous hypnose entre guillemets. On... Mais vraiment en fait on est complètement aveugle en fait sur le fait qu'on est complètement dans une course permanente. Et c'est justement par rapport à ça, ça serait sympa que tu puisses un petit peu définir toi dans ton quotidien comment tu arrives justement à te recentrer par rapport justement à ce mode de vie, comment tu arrives en fait à, à revenir à l'essentiel, même s'il y a des obligations, que ça peut être vis-à-vis de personnes qui vont pas forcément comprendre, qui vont dire, mais allez, ça c'est plus important que toi, par exemple, prendre soin de toi ou méditer ou ne pas forcément faire des choses que tu aimerais, mais les repousser, tu vois, d'essayer vraiment de te retrouver face à toi-même en allant moins vite, entre guillemets. Bah, déjà, pour aller directement au concret, il y a une astuce que j'ai trouvée et qui a marché super bien pour moi. C'est un truc vraiment tout bête, mais on ne pense pas forcément à le faire. C'est, en fait, on a tendance souvent à faire des to-do list quand on a des choses à faire. Et le problème, c'est qu'on découpe peut-être pas assez ces to-do list. Et en fait, un jour, j'ai eu l'idée de prendre une feuille de papier, de la couper en deux et de mettre d'un côté les choses que je devais faire et de l'autre côté de mettre les choses que j'avais envie de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que souvent, quand on faisait une to-do list, on mettait que nos obligations, les trucs qui nous mettent un peu la pression, etc. Et on oubliait finalement de mettre les choses qu'on avait envie de faire, les choses qui nous faisaient du bien, parce qu'on se dit, ça viendra plus tard en fait. Et le problème, c'est qu'on a tendance à pas se rendre compte forcément que pour être productif, pour atteindre nos objectifs, notre to-do list, etc., Exactement. il faut être dans des bonnes circonstances, dans des bonnes conditions, que ce soit physiques, émotionnelles et même psychiques, etc. Donc du coup, finalement, rien que le fait d'accorder une certaine attention à ce dont on a besoin, ce dont on a envie, même si ça prend du temps, au final, ce temps, il est récompensé en énergie. Donc du coup, au final, c'est le temps perdu et du temps de gagner. Et c'est un peu ça qui finalement m'a pas mal intéressé là-dedans, c'est que finalement le rapport au temps, il est très très relatif. Il change énormément selon notre état d'esprit, selon comment on occupe notre temps, etc. Et du coup, au niveau des activités que moi je considère slow, ça va être toutes les activités qui nous font un peu qui nous donne une perception du temps qui est différente. Donc ça va être par exemple de méditer. Et méditer, si c'est dur, c'est justement parce que ça nous oblige en fait à avoir le temps très très long. Mais globalement, toutes les activités, même le sport, typiquement le sport, on pourrait dire ouais c'est pas très slow. Par exemple, si on court, etc., on pourrait dire en quoi c'est slow. Mais typiquement, quand on fait du sport, on est en pleine conscience, on est concentré sur nos mouvements, sur notre Exactement. corps. Donc pour moi, le sport, c'est hyper slow parce que justement, c'est un moment où on déconnecte quoi, et on se retrouve dans notre corps. Donc déjà, globalement, tout ce qui nous connecte à notre corps, je trouve ça vraiment dans une démarche vraiment slow, c'est super efficace. Et après, bah, y a aussi tout ce qui est... tout ce qui est un peu créatif, et là du coup on en parlera après j'imagine, Oui, tout ce qui est quand artistique. tu veux. Ouais bah oui, juste pour pas trop digresser tout de suite, mais T'inquiète. en tout cas moi je trouve que tout ce qui est créatif,
artistique, c'est vraiment des choses qui nous obligent totalement à déconnecter et à ralentir parce que Mm. typiquement, quand on prend un livre pour lire, le temps il s'arrête, on oublie le temps qui passe et si on est C'est ça. focalisé sur ce qu'on va faire après ou ce qu'on a fait avant, etc., on ne peut pas rentrer dans le livre, on n'y arrive pas. Donc globalement, ça marche pour les livres. Quand on écoute de la musique, bah, si on fait autre chose en même temps, on se rend compte qu'on n'écoute pas du tout la musique. Donc tout ce qui est un peu artistique, regarder un film, si on est sur notre téléphone en même temps, on comprend rien à l'histoire, etc. Du coup, c'est des choses genre qu'on apprend à faire un peu naturellement en pleine conscience. Et quand on prend conscience de ça, finalement, après, on se rend compte qu'on pourrait l'appliquer un peu dans tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est-à-dire mettre un peu de la pleine conscience dans chacune de nos actions. Donc, Ça coupe, alors je sais pas si ça coupe pour être les toi. plus connus depuis. Ça bug un peu, je sais pas si c'est moi. Attends, ça Attends, bug un peu, t'as dit quoi? je sais pas, là, ça buguait, maintenant c'est bon. Ok, ouais. Donc tu disais, ouais, Ouais, excuse-moi. ouais, bah du coup, ouais, du coup, enfin voilà, du coup, toutes les activités artistiques et créatives, je trouve que ça aide beaucoup à ralentir, les activités vraiment bien-être, Ça bug etc. encore, Et alors après, attends, je globalement, vais voir ouais, si c'est pas au niveau de la Wi-Fi chez moi. ouais, ça marche. C'est bon? Ça y Ouais, est? c'est bon, c'est revenu. Ok. Bon, Ok. désolé, hein, ça doit être, je sais Ouais, pas si c'est lié au temps, mais il fait vraiment pas beau là. Donc je sais pas ouais, c'est si. un peu la tempête. Ouais, donc du coup, voilà, en Euh... gros, Ouais. ouais, ouais, du Non, non, coup, je vas-y, disais vas-y, plutôt vas-y. bah, par rapport à ouais. Ouais, que du coup, la pleine conscience, pour moi, c'est un peu très, très relié finalement au slow living. Et je pense que le fait d'appliquer la pleine conscience dans toutes nos activités, ça nous mène forcément à un ralentissement parce qu'en fait, on prend conscience de la saturation d'informations, on prend conscience aussi du rapport au temps. Et globalement, pour moi, l'avantage du slow living, c'est aussi de reprendre, de se reconnecter à son temps plutôt que de le subir en fait. Donc du coup, Exactement. on pourrait dire encore beaucoup. Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça. Puis ça me fait penser aussi, quand tu dis ça, finalement, à revenir aussi, finalement, c'est la même chose, à l'être au lieu d'être tout le temps dans le faire. Parce que, bah, Ouais, comme tu disais, il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations, ce qui est génial, mais c'est en même temps très facile de s'éparpiller. Donc après, on va vouloir faire mhm, tellement de choses qu'on va oublier ouais. finalement de revenir à soi-même et vraiment d'être dans l'être, entre guillemets, plutôt Bah que ouais, ouais. vouloir faire 36 choses. Et le fait aussi de, comme tu disais, de faire 36 choses à la fois, on va écouter de la musique, on va être en même temps en train de faire la vaisselle, de regarder en même temps le portable, de faire 36 trucs à la fois, c'est juste impossible en fait à gérer pour l'esprit, quoi. Bah ouais, Et clairement. finalement, on va te fatiguer et on va pas être productif. Donc c'est exactement, enfin, c'est ce que tu disais, hein, c'est tout à fait ça, c'est que on va moins en faire, mais faire beaucoup mieux, plutôt que de faire Bah, en fait, 36 trucs qui vont être faits hyper rapidement et on va même pas pouvoir les finir en fait. ça rejoint un peu du coup ce que je disais sur le fait qu'on ait beaucoup de possibilités aujourd'hui dans la vie et que ce C'est soit ça. un effet positif et négatif à la fois, mais c'est aussi dans le sens où aujourd'hui, avec Internet, avec nos téléphones, les réseaux sociaux, etc., l'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus vraiment de barrière entre les choses. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un moment pour être avec les gens, un moment pour être chez soi, il y avait un moment pour le travail, un moment pour la maison, etc. Aujourd'hui, tout se mélange. On peut être appelé pour le travail parfois en dehors de nos horaires, on peut avoir des trucs à faire le soir, etc. On peut se connecter sur Internet, regarder ce que les gens font, même si on les a vus dans la journée, etc. Il n'y a plus vraiment de différence entre. Enfin, il y a moins de séparation entre les choses. C'est ça. Et du coup, c'est comme si on vivait 50 vies en même temps, en permanence, quand on était connecté. Et je pense que tout ce qui, enfin, Internet, c'est une super chose, ça peut vraiment nous apporter énormément. Mais si on se laisse un peu dépasser par la routine et perdre un peu conscience de notre usage parce que finalement ça devient machinal, etc. Là, ça peut devenir dangereux parce que finalement déjà c'est hyper chronophage et puis surtout Ah, ça c'est coupe encore. ça pompe l'énergie quoi, ça pompe vraiment notre énergie. Mm. J'ai Donc, entendu juste la fin de ta phrase. J'ai juste entendu l'énergie à la fin de la phrase. Tu ouais. peux juste répéter. Ouais, du coup, je disais oui par rapport bah, le fait que les réseaux sociaux, comme, enfin, ça pompe pas mal l'énergie justement. Attends, parce que Ouais, je m'entends derrière. Le fait que, oui, c'est ça qu'en fait, comme il n'y a pas vraiment enfin, de distanciation entre les différents aspects de notre vie, que ce soit professionnel, social, familial, etc., que tout se mélange parce qu'on est toujours un peu connectés aux uns aux autres, bah, c'est vrai que ça peut avoir tendance à nous pomper l'énergie et à faire que voilà, on a du mal à déconnecter vraiment, quoi. et justement par rapport à ça, toi comment tu gères ça justement pour pouvoir te couper, enfin réussir en fait à mettre les choses dans chaque, pas dans des cases, c'est pas ce que je veux dire, mais de pouvoir justement bah, avoir un moment pour chaque chose en fait.
Ouais. réussir à couper, par exemple, si tu vois que tu as le portable à côté, te dire, bah, je vais pas le regarder maintenant, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, tu parlais des to-do list qui sont un petit peu différentes, ça c'est super. Mais est-ce que tu as d'autres, je sais pas, par exemple, des habitudes que tu as prises pour pouvoir te défaire aussi de tout ce qui a été ancré, en fait, que ce soit par la société, de ce qu'on a pu vivre en grandissant, des habitudes qu'on a pris en fait à être tout le temps en fait dans la rapidité. Parce que moi, je vois, j'ai beaucoup aussi de personnes des fois qui aimeraient en fait arriver à ce mode de vie et qui me disent mais oui mais j'arrive pas parce qu'on a 36 trucs à gérer entre bah, le quotidien, le travail, les enfants, etc. Donc après, c'est comment en fait réussir à se défaire de tout ça pour revenir à une simplicité en fait. Hmm. Bah, y a pas mal de choses qui me sont venues à l'esprit quand tu me parlais de ça. Premièrement, déjà, comme je l'ai dit à un moment, le temps c'est très relatif et je pense que la sensation de ne pas avoir de temps, c'est pas vraiment. Enfin, quand on a l'impression de ne pas avoir de temps, c'est pas forcément qu'on n'a pas de temps à proprement parler, c'est juste que notre perception du temps est beaucoup trop rapide. Et du coup, en fait, c'est très paradoxal et ça demande quand même un peu. Enfin, faut quand même faire confiance pour oser tenter ça. Mais en fait, le truc, c'est que prendre du temps pour ralentir, paradoxalement, ça nous rajoute de temps. C'est comme si, en fait, en prenant 1 heure par jour juste pour déconnecter et juste pour ralentir et mettre vraiment une vraie pause dans sa journée, c'est comme si ça nous permettait en fait de se recentrer et donc de moins subir le temps. Et du coup, parfois on a l'impression qu'on n'a pas de temps, mais en fait c'est juste parce que les heures passent démesurément vite. Et du coup, bah, le fait de se forcer à ralentir, par exemple en méditant, ça nous fait prendre conscience qu'en fait le temps peut être très 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 étendu et que ça dépend complètement de comment on vit les choses. Et typiquement quand on fait plusieurs choses en même temps, le temps il nous dévore quoi. C'est pas nous qui C'est vivons, ça. c'est le temps qui prend le contrôle de nos vies et ça c'est hyper néfaste et ça nous donne cette sensation de manquer toujours de temps. Et le problème c'est que cette sensation, en plus d'être juste une sensation parce qu'elle n'est pas vraiment réelle, puisque justement comme j'ai dit voilà, le temps est très relatif, bah, le problème c'est que c'est quelque chose qui est vraiment à l'origine du stress qu'on ressent tous. Enfin, on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus stressées, qui prennent de plus en plus d'anxiolytiques, qui ont de plus en plus de mal à gérer le stress. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se tourner vers le yoga, vers la méditation, vers des choses comme ça, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient un besoin physique et un besoin même de santé, parce que finalement, on n'est pas biologiquement fait pour être constamment en surmenage, en fait. C'est ça, et puis après, quand tu as parlé aussi de ça, ça m'a fait penser à ce que tu disais avant par rapport à l'ancrage, parce que le fait de méditer, le fait de revenir à soi, d'être, comme tu disais, juste ne serait-ce qu'une heure dans la journée, à prendre une pause, je rajoute aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent se dire, oui, mais quand on est parent, qu'on a des enfants en bas âge, c'est pas évident. On peut toujours trouver du temps si pendant que notre enfant dort, plutôt que de nettoyer la maison ou je dis ça, je sais que c'est pas toujours évident, mais d'essayer de prendre au moins un quart d'heure, 20 minutes pour se poser sans rien faire, ça va vraiment changer la chose que de se poser et de regarder son portable, et même de couper carrément la Wi-Fi, de couper les ondes, parce que ça aussi, je voulais y venir, même si je pense que c'est lié aussi. Ça va aussi changer les choses parce que on va vraiment se reconnecter, il va plus y avoir d'interférences qui vont être là. Tiens, juste quand je parle de ça, je vois Audrey qui se connecte, comme par hasard. Audrey, du compte Régénérez-vous, d'ailleurs, le dernier live qu'on a fait, elle en a parlé aussi de ça. Si vous souhaitez le voir, il est en replay sur YouTube. Donc voilà, le petit aparté, mais par rapport aux ondes, c'est vrai que pour avoir fait l'expérience de mon côté de couper avec ça, enfin d'avoir commencé, hein, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire ça, mais ça change vraiment les choses aussi pour vraiment se recentrer, couper non seulement du portable, mais carrément d'internet, ça permet vraiment de se recentrer et le temps est pareil encore plus lent, mais en fait c'est juste une impression comme tu le dis, Ouais. c'est vraiment en fait Ah, qu'on n'est plus sur la même fréquence non plus quoi. c'est clair. En fait, des fois, on a l'impression que le temps passe vite et alors qu'on contrôle rien. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on fait plusieurs choses en même temps parce qu'on a tellement appris toujours à devoir gérer, être en mode multitâche en permanence comme un ordinateur que du coup, bah, en fait, on fonctionne comme une machine et on se rend pas compte que c'est pas naturel. Et du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression de perdre le contrôle de nos vies, de notre journée, de nos temps, etc. Alors que parfois, il suffit de dire ok, stop, de tout déconnecter et juste de dire ok, là, ça va pas, il faut que je prenne du temps. Et par exemple, moi, hier, j'étais un peu en retard dans ce que j'avais à faire, j'avais travaillé beaucoup, etc. Et le soir, j'avais encore envie de travailler du coup parce que je sentais que j'allais manquer de temps. Et du coup, dans ce moment-là, typiquement, je me pose et je réfléchis et je me dis, ok, qu'est-ce qui serait le plus productif entre me reposer et prendre du temps pour moi et genre juste lire un livre pendant 3 heures
ou bien essayer de me forcer à continuer à travailler, pas être productive, continuer à me fatiguer, etc. Et bah, généralement, arrêter de travailler et juste lire un livre, ça permet beaucoup plus d'être productif le lendemain et même de peut-être stimuler notre, enfin même au niveau neuronal, au niveau cognitif, etc. Si on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la production, dans la productivité, Mm. dans la réflexion intense, etc., en fait, il y a un moment où c'est le vide. Et ça rejoint un peu aussi ce que je voulais dire par rapport à enfin, ce que tu disais sur le être plutôt que faire. Ça me fait revenir à ça parce que il y a aussi un problème qu'on a de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, on voit tous les gens qui font des choses. On voit des gens qui ont des niveaux très élevés en sport, en art, même professionnellement, qui réussissent à fond. Et en fait, du coup, on a envie de faire. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour faire des choses, il faut d'abord se nourrir intérieurement. Donc, Exactement. c'est se cultiver, c'est prendre le temps de lire des livres, c'est prendre le temps de voir des films, des documentaires, etc. Et tout simplement de se nourrir de choses qui viennent de l'extérieur, ou même simplement d'aller se balader, de voyager, etc. Toutes ces choses-là, certes, elles ne sont pas productives à proprement parler, mais il ne faut pas juste voir le bénéfice à court terme et l'effet instantané, parce qu'en fait, si on fait ça, on devient un peu une coquille vide et on n'a plus rien à partager. Donc on ne peut pas créer si on est vide à l'intérieur, donc il faut prendre le temps aussi de se nourrir de ce que le monde a à nous offrir, parce que finalement, c'est ça qui crée qui génère la créativité, etc. Et qui permet finalement d'être productif parce qu'on passe moins de temps avec la feuille blanche où on ne sait pas du tout où on va, etc. Finalement, après, quand on est nourri intérieurement, la productivité, elle vient d'elle-même, quoi. Et est-ce que tu peux un petit peu nous dire comment, toi, enfin, de ton côté, parce que chacun après aura son petit truc, quand on est arrivé là, justement, par exemple, là, tu disais, voilà, j'avais d'autres choses à faire, pardon, pendant la soirée, puis je me suis dit, non, je vais lire un livre parce que je sens que je serai plus productive finalement après si je me pose là. Euh, Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand t'en parles, c'est vraiment naturel pour toi, tu arrives à le faire et direct, tu te poses et tu es dans ta réflexion, tu as pris ta décision. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être habituées à être dans le faire, qui vont prendre le livre, qui vont l'ouvrir, qui vont pas du tout réussir à se concentrer et qui vont se dire, ouais, mais alors là, j'ai oublié de noter ça sur ma to-do list. Ah oui, mais il fallait que je fasse ça avant de dormir et puis j'ai pas sorti la poubelle. Je sais pas Ouais, non, quelle réflexion on va se faire. Donc, évidemment, il y a la méditation qui va aider à ça, mais est-ce que tu as d'autres aussi, je dirais, petit conseil que toi tu t'appliques en fait à toi-même pour avoir réussi à arriver en fait à te poser aussi facilement. ouais. Déjà, par rapport à l'idée de tiens, j'ai pas fait ça, j'ai oublié de faire ça, etc. Évidemment, le fait de faire des to-do list, ça aide énormément. Mais encore une fois, Mm. c'est un truc à double tranchant parce que ça peut aussi être une pression supplémentaire. Donc en fait, Exactement. moi, j'aime bien prendre beaucoup des notes et parfois, plutôt que de faire des to-do list, je fais juste un peu, je vide ma tête, genre j'écris, 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 et je vide juste tout ce qui me pèse sur l'esprit. Et finalement, à partir de là, je peux faire une to-do list, mais qui est plus, voilà, je me débarrasse, ça m'enlève une charge mentale en fait de penser à ce que je dois faire. C'est écrit, je risque pas de l'oublier. Et du coup, ce que j'aime beaucoup faire, c'est accrocher des trucs au mur. Comme ça, si jamais j'oublie de regarder mes to-do list, parce que ça peut arriver aussi, bah, du coup, au moins, elles sont là, et comme ça, je les oublie pas, et j'ai pas la pression de devoir me rappeler que je dois faire ça, je dois regarder, etc. Et du coup, le fait d'avoir vidé sa tête et d'avoir finalement de reléguer, enfin, un peu de déléguer cette tâche au papier, C'est ça. ça permet finalement après de se dire ok c'est bon je l'oublierai pas et donc de déconnecter. Et du coup c'est vrai que le fait de le faire sur du papier ou au moins si on le met sur l'ordi de l'imprimer après pour l'avoir en format papier, ça permet aussi de pas retoucher le téléphone dès qu'on a une idée en tête C'est et de se faire voir par les notifs. Donc le ce que papier j'allais te dire. Vas-y, ouais. vas-y, pardon. Ouais, non, mais ouais, du coup, c'est quand même mieux pour ça le papier. Et parce que typiquement, c'est vrai que quand on lit un livre, bah, moi parfois ça m'arrive de garder mon téléphone à côté de moi au cas où, mais ce que je fais, c'est que je le mets toujours face, soit je le ferme pour pas voir l'écran, mais en tout cas, je le mets de manière à ce que je puisse pas voir quand l'écran s'allume quand j'ai une notification. Parce que ça, tu le vois du point de l'œil. Même si tu regardes pas ton téléphone, tu le vois du point Ah de bah l'œil. c'est clair. Et tu es obligé de regarder, même si tu es concentré dans ta lecture, ça te déconnecte aussitôt. Alors du coup, si je garde mon téléphone à côté de moi, soit je le mets sous ma couverture ou sous un coussin, ou soit je le retourne et je l'oublie en fait. Et ça aide énormément, mais en tout cas, voilà, faut décider quand est-ce qu'on le regarde. Et si jamais on veut regarder juste l'heure ou juste noter un truc, bah, si on peut privilégier le papier ou une horloge, c'est quand même mieux parce que ça évite de se faire happer. C'est clair. Et là, ce que tu disais justement par rapport au portable aussi, moi je sais que par exemple pour mon activité entre guillemets professionnelle, je vais avoir souvent besoin aussi du portable. Les personnes vont souvent m'écrire que ce soit via email ou même via les réseaux. Euh, et, euh, et en fait, enfin, le truc que tu dis, le laisser à côté, moi même quand il est à côté, même si je le mets en mode silencieux, au bout d'un moment, par exemple, enfin, ça peut paraître bête, hein, mais souvent on se sert aussi de notre portable. Je sais pas si toi tu as une montre, moi j'en ai pas. Et ça va être, ah bah oui, mais il est quelle heure là? Ouais. Et tu regardes l'heure et en fait, tu te rends compte que t'as un message, je sais pas, et que tu dois répondre à ce message. Et en fait, bah, là, ça y est, tu pars encore vers autre chose. Moi, Ouais. ce que je fais carrément, mais après, c'est vraiment radical, soit je le mets en mode avion, Ouais, voilà. soit je le mets carrément dans une autre pièce. C'est comme ça, je suis sûre Ouais, c'est clair. de pas être dérangée. Mais bon, après, voilà,
Ouais. Chacun après va faire comme il le sent. Et Mhm. après, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la to-do list, je trouve que c'est super pertinent parce que moi, c'est pareil, avant, j'avais une to-do list comme ça. Alors même si je mettais, ce que tu disais, je le faisais aussi, tu vois, de mettre d'un côté les choses que j'avais envie de faire, justement, qui étaient plus créatives ou des choses qui n'avaient pas forcément de deadline, entre guillemets, parce que la deadline, c'est encore un autre, un autre truc qu'on s'impose parce que finalement, il n'y a rien qui est vraiment urgent. Euh, mais euh, mais le truc, c'est que je le faisais sur ordinateur. Donc, encore une fois, c'est être devant l'écran. C'est pas du tout revenir à l'écrit avec un Ouais. crayon et écrire sur un papier. Donc là, en plus, c'est beaucoup plus rapide. Tu as un truc dans la tête, comme tu dis, tu le mets sur un papier, sur un post-it ou je ne sais où. Et après, si tu as envie de te faire une to-do list avec ça, tu peux te le faire. Mais au moins, c'est tout de suite enlevé de la tête. Donc, ça permet aussi de reposer la tête, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais Parce que ce qui est bien c'est aussi, c'est c'est par vraiment... exemple de garder, enfin, parce que c'est vrai que les to-do list digitales, c'est quand même pratique, mais du coup, Mais oui, complètement. les préférés pour tout ce qui est travail, genre tout ce qui est vraiment la productivité, etc. Parce qu'on a Mm. quand même temps de travail, on est sur notre ordinateur. Donc à la limite, tout ce qui touche au travail, le faire sur des to-do list sur ordi. Et tout ce qui est plutôt des to-do list de la vie quotidienne ou des trucs où on a envie d'être un peu déconnecté, bah là on préfère le papier. Comme ça met encore plus de séparation en fait entre le pro et le perso. Et c'est Exactement. particulièrement important pour les personnes qui travaillent chez elles, qui sont entrepreneuses, artistes, etc. Enfin, le fait de bien séparer les deux, je pense que ça aide beaucoup, quoi. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu plus de ton... Alors attends, j'ai pas du tout, par contre, tu vois, en parlant de montre, la dernière fois, j'avais pris une montre, là, j'ai pas de montre. Ouais, c'est bon, il est 30, encore le temps. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton projet? Alors, que je me trompe pas, Art of Slow Living. Oui, c'est ça. Oui, Bah, du coup, en fait, moi, je voudrais me lancer en auto-entrepreneuse très prochainement parce que justement, j'ai tellement. Enfin, en fait, à la base, j'ai une très très grande passion pour l'art et grâce à ma chaîne YouTube, je me suis ouvert à un nouveau monde qui est plutôt le monde du bien-être, de la psychologie, etc. Et du coup, j'étais un peu divisée entre ces deux mondes qui me passionnent tout autant l'un que l'autre, mais qui sont pas forcément hyper connectés à la base, à part peut-être avec l'art-thérapie, mais ça reste quand même un truc hyper niche, quoi. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je ouais. peux faire à partir de ça pour relier ces deux passions finalement? Et je me suis dit, bah, j'ai qu'à juste créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc, j'ai décidé de créer un projet qui relie en fait l'art et le slow living. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce qui touche à l'art, tout ce qui touche à la créativité, pour moi, c'est le meilleur moyen de revenir à soi, c'est le meilleur moyen de reprendre le contrôle sur notre temps. Et ça, je m'en suis rendu compte par mon expérience personnelle, parce que moi-même, je suis artiste. Et par exemple, quand je fais une peinture, je me rends compte que parfois, je passe 10 heures entières assise à mon bureau avec mon chevalet et juste à peindre. Et au bout de 10 heures, en fait, genre, je me rends compte que la journée entière est passée et que mais je suis complètement détendue en fait. Je suis fatiguée, j'ai quand même une journée productive, mais c'est vraiment le rapport au temps est tellement différent. Et Ouais, du coup, c'est j'ai clair. l'impression que les artistes finalement, c'est peut-être ceux qu'on le plus à nous apprendre sur le fait de prendre le temps. Parce que s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas bâcler, c'est l'art et tout ce qui est créatif. Et ça vaut pour tous les arts, hein, que ce soit enfin, tout, même tout ce qui est créatif, pas seulement l'art, mais tout ce qui est créatif, en fait, ça demande forcément un temps de réflexion, un temps aussi pour s'inspirer, parce que comme c'est ça aux gens, ce que je Mhm. disais tout à l'heure, si on est vide, on ne peut pas créer. Donc du coup, le temps pour s'inspirer, le temps de consommer du contenu inspirant, de voir ce que font les autres artistes, etc. Ça prend du temps. Prendre le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'on veut faire, prendre le temps d'installer tout notre matériel d'artiste, etc. Genre que ce soit même les photographes pour faire un shooting, ça demande beaucoup de préparatifs, etc. Et puis quand tu es dans le flow créatif, là, clairement, tu penses plus à rien d'autre. Donc c'est Ouais, vraiment t'es ailleurs, quoi, t'es dans ton monde. ouais, clairement. Et pour ça, pour moi, c'est vraiment, ça incarne parfaitement finalement ce que c'est que le slow living, ce que c'est que le retour à soi et la reconnexion à notre temps finalement, parce que bah, c'est vraiment dans l'activité créative. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que dans l'autre versant, c'est-à-dire consommer des choses artistiques, que ce soit des films, que ce soit écouter de la musique, aller à des concerts. Il y a des gens, quand je leur parle de ça, ils disent, ouais, mais un concert, je sais pas, tu vas à un concert de rock ou quoi, c'est pas très slow, tu vois. Et moi, je dis, bah, c'est peut-être pas slow au niveau du rythme, etc. Mais en soi, pour moi, c'est slow dans la mesure où quand tu concert, tu sacrifies 2 heures de ta journée juste pour vibrer avec une foule sur quelque chose que vous aimez tous en commun. Et moi, en fait, je trouve ça hyper slow finalement parce que c'est quand même un retour à quelque chose que je trouve essentiel qui est finalement bah, de vivre un moment avec des gens dans le réel, etc. C'est tellement Et des c'est ça. sensations physiques, la musique, que pour moi, la reconnexion au corps, elle est là en fait. Elle est dans les oreilles, mais même enfin, on sent le son qui fait vibrer notre corps entier, etc. Donc pour moi, ça vaut absolument pour tous les arts et c'est pas juste. Enfin, je sais pas, il y a des arts qui paraissent plus naturellement slow que d'autres, mais globalement, pour moi, c'est dans le principe même d'arrêter sa vie pour aller vers l'art, aller vers tout ce qui est créatif, etc. Pour moi, il y a déjà quelque chose de très slow là-dedans. Et j'ai trouvé que le parallèle était vraiment essentiel, en fait, pour comprendre comment on peut ralentir, comment on peut revenir un peu aux choses essentielles. Et en fait, finalement, le gros paradoxe de tout ça, c'est que pour moi, l'essentiel, finalement, c'est l'inutile. Parce que l'art, il n'a pas vocation à être utile.
Donc du coup, finalement, peut-être que revenir à l'essentiel, c'est arrêter de chercher l'utile dans chaque chose, arrêter de chercher à faire que des choses qui ont un sens, et parfois juste accepter que les choses peuvent juste exister parce qu'elles existent, parce que c'est un peu la base de chaque chose finalement. Et, euh, et du coup, voilà, c'est tous ces constats-là qui m'ont mené à vouloir faire un projet qui promeut à la fois, enfin, qui promeut la philosophie slow, c'est vraiment ça ma démarche, mais à travers l'art et en donnant en donnant un peu tout un panorama par rapport à comment l'art peut nous aider à ralentir finalement. C'est un peu ça mon projet. C'est hyper pertinent ce que tu dis, hein. Et puis aussi pour en revenir à ce que tu dis par rapport au concert de rock, c'est vrai qu'en fait, souvent, les gens, quand ils ont entendu parler du slow living, tout ça, c'était genre, bon, bah, on va méditer, on va ralentir, on va plus rien faire. Alors que encore une fois, revenir dans l'être, parce que quand tu parles du concert, tu parles vraiment de vibrer avec la musique, d'être vraiment dans le moment présent. Au moment où tu vas pas être sur ton concert, si c'est pour aller à un concert et regarder ton portable ou faire une vidéo avec ton portable tout le temps, bah là, c'est sûr que c'est pas un mode slow, entre guillemets. Mais là, ouais, c'est totalement ça. Donc, en tout cas, le projet, je crois que tu m'as dit que c'est quelque chose en fait qui est ouvert à tout le monde puisque c'est à travers l'art, mais en fait tout le monde va pouvoir justement s'inspirer de ça. C'est ça. En fait, moi, mon idée, c'est de donner la parole aux artistes. Donc, les personnes qui interviendront principalement dans mon projet, c'est vraiment, je voudrais organiser des événements, créer des tables rondes, des conférences, etc., pour donner la parole aux artistes, pour en fait avoir la vision de la lenteur et du slow living, mais par le biais des artistes. Pour finalement créer un lien en fait entre le public du bien-être et le public de l'art, parce que finalement, je crois que tout le monde est un peu concerné par ces deux sujets finalement. Ouais. Et, et par contre, au niveau du public, ouais, c'est clair que le but c'est de s'adresser vraiment à tout le monde, parce que je pense que déjà l'art, ça concerne absolument tout le monde. Enfin, je connais personne au monde qui m'a déjà dit qu'il n'aimait ni le cinéma, ni la musique, ni les livres, ni quoi que ce soit. Donc déjà, c'est hyper universel. Donc ouais, en soi, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Et puis surtout parce que aujourd'hui, il y a quand même un peu un... Enfin, tout le monde a un peu une activité créative et avec Internet, c'est quand même un désavantage, c'est que ça prône un peu plus la créativité, ça nous pousse à être créatifs. Et du coup, j'ai aussi envie d'aller dans ce sens-là en incitant les gens à créer, même si c'est pas leur métier, même s'ils ont l'impression de pas avoir le temps, etc. Juste de créer pour créer parce que ça fait du bien et pas pour chercher à tout prix à faire une œuvre d'art, quoi. Mm. C'est totalement ça. Je vois qu'il y a je regardais en même temps les commentaires. Je suis tout à fait d'accord. Quand je peins à l'aquarelle, je vis pleinement l'instant présent. Je ne vois pas le temps passer. Ouais, c'est clair, c'est clairement ça. C'est là qu'on se rend compte vraiment que le rapport au temps qui passe, il dépend complètement de comment on vit notre vie et notre journée, en fait. C'est ça. Mais c'est totalement ça. Mm-hmm. Par rapport justement, ça me fait penser, tu sais, je t'avais dit par rapport au parallèle avec les réseaux. Je ne sais pas si toi de ton côté tu peux développer parce que j'ai cru voir justement qu'aussi par rapport à ça, tu avais bien coupé le truc pour être à certains moments justement connecté et d'autres justement ne pas revenir sans arrêt parce que c'est vrai que les réseaux, ça peut vite devenir une dépendance et je pense que c'est lié finalement à la thématique parce que on est aussi happé par la rapidité sur les réseaux parce qu'on a l'impression quand on est dessus que ça passe super vite, on va pas avoir toute l'information, que si on n'est pas dessus pendant 2 jours, 3 jours, si on n'est pas dessus pendant quelques heures, qu'on va louper des choses, on aura loupé des lives, on aura loupé peut-être des choses qu'on aurait pu consommer aussi, parce qu'il y a beaucoup aussi de consommation finalement. Qu'on aurait pu, je sais pas, juste avoir des infos qui auraient pu nous servir, etc. Donc, en fait, comment tu fais toi par rapport au réseau justement pour t'y retrouver aussi en tant que en tant que blogueur, en tant que blogueuse entre guillemets. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai eu vraiment plusieurs phases dans ma vie par rapport au rapport à Internet, etc., aux réseaux sociaux. Avant d'être youtubeuse, j'avais déjà une prise de conscience parce que j'étais, enfin, comme tous les gens, je pense, de ma génération, j'ai passé toutes mes années de lycée à être toujours scotchée à Facebook. Ensuite, ça a été Instagram. Et j'avais déjà conscience, en fait, que ma consommation était excessive parce que j'avais téléchargé l'application qui te dit le nombre d'heures que tu passes dessus. Et c'est quand même un petit peu flippant. Surtout quand tu te dis, mince, j'ai jamais le temps de faire de trucs et qu'après tu vois ça, tu te dis, bon, ok, je vais peut-être revoir un peu comment je m'organise. Et du coup, déjà, quand j'étais ado, je me souviens qu'il y avait des moments, quand j'étais ado, quand j'avais genre 17 ans à peu près, j'étais en année sabbatique. Du coup, là, typiquement, comme là en ce moment en confinement, je pouvais passer mes journées sur mon téléphone, il n'y avait personne pour m'en empêcher. Et ça me plaisait pas du tout. Donc, ce que je faisais, c'est que je le regardais le matin, je l'éteignais, je le mettais dans un tiroir et je le retrouvais que le soir, en fait. Et dans la journée, je me faisais tout un planning de choses que j'avais vraiment envie de faire. Donc, ça m'aidait beaucoup. Mais le truc, après ça, il y a eu une régression puisque j'ai commencé à créer une chaîne YouTube. Et en plus de ça, maintenant, je suis en études de com. Donc, finalement, Internet m'est revenu en fait de plein fouet et de manière beaucoup plus imposante parce que finalement, c'est devenu presque un peu un travail, quoi. Et du coup, là, ça devenait beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai eu quand même, je pense, plusieurs années où j'ai beaucoup galéré, en fait, avec ça, parce que j'avais du mal à trouver
l'espace. Parce que des fois, j'avais l'impression d'être sur Instagram pour mon projet de chaîne, etc. Alors qu'en fait, non, je scrollais juste machinalement. Et c'est tellement dur, en fait, de se rendre compte quand est-ce que ce qu'on fait, c'est pertinent et quand est-ce que ça ne l'est pas. Alors que pourtant, quand je travaillais au bureau quand je faisais de la com pour des entreprises, etc., bah, là, je savais très bien quand je faisais de la veille parce que sinon, bah, voilà, j'avais rien d'autre à regarder. Donc au final, je me dis, il faudrait utiliser nos outils comme des outils de veille quand c'est professionnel et quand c'est notre usage personnel, bah, là, bien le limiter, quoi. Mais en fait, la nuance, elle est tellement... Parce qu'en même temps, les réseaux sont faits comme ça, ils sont faits pour être chronophages, ils sont Bah faits oui. nous faire consommer toujours plus. Et du coup, il y a vraiment, ça demande vraiment un gros recul. Et effectivement, pour ça, la détox digitale marche très bien parce que ça permet d'avoir un peu plus conscience de notre consommation. Mais aussi, je pense que globalement, le fait de mettre plus de temps de retour à soi, que ce soit la méditation, que ce soit de mettre des routines le matin où on déconnecte complètement ou ce genre de choses, personnellement, là, je m'en rends vraiment compte pendant le confinement, ça a un impact énorme sur ma consommation de téléphone finalement. Parce que du coup, comme je passe du temps justement à être vraiment ancrée dans mon corps, à faire des choses plus présentes, bah, du coup, dès que je passe un peu trop de temps sur mon téléphone, je me rends compte directement. Alors qu'il y a des fois où on ne s'en rend pas compte, quoi. Et, et du coup, moi, le conseil que j'aurais, parce que bon, du coup, c'est vrai que là, on est dans des circonstances un peu spéciales, mais en temps normal, dans la vie quotidienne, ce serait tout simplement d'essayer de se rendre compte des situations où on regarde le téléphone, comme par exemple dans les transports, quand on attend dans la salle d'attente chez le médecin, ce genre de trucs. Et du coup, par exemple, soit prendre l'habitude d'avoir toujours un livre sur soi, ou bien d'avoir toujours ses écouteurs pour pouvoir écouter un podcast, ou ce genre de choses. Je trouve que déjà, ça permet de déjà bien rationner, on va dire, notre consommation des médias sociaux. Ouais. Complètement. Et après, ce que tu dis justement par rapport à pouvoir faire d'autres choses, moi je me suis rendu compte aussi quand je me suis déconnectée d'Internet qu'on utilisait aussi le portable et Internet, mais pour vraiment mais tout et n'importe quoi. Genre par exemple, oh là là, j'ai une chanson dans la tête, mais je me rappelle plus de qui c'est. Bah, tiens, je vais aller voir sur Google, enfin, Google ou autre moteur de recherche. Mais tu vois, je me suis rendu compte, même pour des recettes, encore ça va, je délivre, mais il y a tellement de fois où on va dessus machinalement pour trouver une info. Et, Ouais. et en fait, c'est devenu presque, on a cru presque que ça devenait une nécessité, quoi. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est quand on réfléchit bien à ça, on se rend compte que tout ce que Internet nous offre peut être remplacé. Genre, typiquement, Complètement. avoir une montre pour moins regarder l'heure sur notre téléphone, avoir des livres de recettes, comme tu le dis, pour pas avoir trop besoin de tout chercher. En plus, ça permet d'avoir des idées parce que la recette sur Internet, tu dois déjà savoir ce que tu veux cuisiner, alors que les livres, ça a quand même l'avantage de te proposer plein de choses. En fait, il y a plein de choses comme ça, genre, je sais pas, juste. Enfin, aujourd'hui, plus personne regarde de définition dans un dictionnaire, quoi. Alors qu'un dictionnaire papier, c'est quand même chouette, t'apprends plein de choses et tout. Genre, qui regarde encore des dictionnaires papier aujourd'hui? Et pourtant, je suis sûre que tout le monde, quasiment, en a un chez soi, quoi. Donc, ou même les traducteurs. Enfin, aujourd'hui, tout est informatisé. Et du coup, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de faire des petits exercices, par exemple, quand on fait une détox digitale, de rassembler un peu tous les objets qui peuvent améliorer la condition, c'est-à-dire sur des encyclopédies, des dictionnaires, des trucs comme ça, et en fait réapprendre à chercher l'information par nous-mêmes, parce que finalement, prendre ce temps-là, ça nous permet on a l'impression de perdre du temps quand on fait ça parce qu'évidemment c'est moins rapide, mais en même temps c'est moins rapide, mais on ne prend pas le risque de se perdre sur un autre réseau, de voir nos notifs. Exactement. Finalement, ouais, Et là, du coup, on est complètement dans le moment présent. Encore une fois, on va être complètement sur une seule tâche. Oui, puis c'est ça, au moins c'est du monotage, quoi. Alors que quand on est sur le téléphone, on fait toujours plein de choses en même temps, on se perd, etc. Et puis même, ça excite le cerveau, même au niveau physiologique, ça a déjà été prouvé, etc. En soi, chercher un truc dans un dictionnaire, c'est quand même beaucoup plus bénéfique, mais c'est juste qu'on considère, bah non, on n'a pas le temps, on va toujours aller à la solution la plus rapide. Et moi, j'ai C'est ça. tendance à penser que la sensation qu'on a de ne jamais avoir de temps dans notre vie, c'est peut-être aussi parce que on cherche toujours à faire tout vite. Peut-être que si on faisait les choses plus... En fait, je pense que le temps, c'est pas juste le temps qu'on prend à faire les choses, c'est plutôt genre l'état dans lequel on se met d'être toujours rapide, quoi. Parce que si on fait En fait, c'est ça. on a l'impression que tout va vite, quoi. Mais en fait, la notion du temps, de toute façon, c'est une notion qu'on a nous en tant qu'humains. Mais après, c'est pas entre guillemets, ça n'existe pas parce que c'est à l'intérieur de nous. En fait, c'est comment nous on va percevoir ce temps. Donc, plus on va aller vite, plus on va avoir l'impression qu'on n'a pas de temps pour nous, qu'on n'a pas de temps pour être, puisque on est on est dans comment dire, on va aller de plus en plus vite. Donc, on va toujours vouloir aller plus vite, en fait. Ouais, Donc après, on va jamais. C'est presque. Il y a même Euh, je pense qu'il y a même d'ordre physique, parce que généralement, je pense que plus on accélère, plus on se sent stressé. Et le mhm. stress, physiologiquement, c'est quoi? Le stress, c'est quand même, t'as le cœur qui bat plus vite, tu palpites, etc. Donc ça te donne une sensation d'urgence, en fait, physiquement. Exactement.
le stress et l'urgence, c'est des sensations très similaires. Donc je pense que la perception du temps, elle est très influencée aussi par notre état de sérénité ou de stress. Parce que quand on est détendu, en fait, on a toujours l'impression d'avoir le temps, etc. Le rapport au temps, il dépend aussi beaucoup de notre état physique, d'où l'intérêt de pratiquer du sport, etc., de se défouler quand on est... Enfin, quand on a l'impression de... Enfin, je sais que moi, quand j'ai l'impression que j'arrive à rien, que je suis trop débordée, je fais 20 minutes de sport intensif, ça me recentre directement dans mon corps, parce que finalement, le corps, c'est peut-être le meilleur guide pour savoir comment faire les choses, etc. Donc, Complètement. pour moi, c'est super efficace, ouais. Ouais, le corps, oui, c'est clair, c'est super important, hein. C'est aussi le véhicule qu'on a quand même pour vivre ici. Donc, Surtout que mais le cerveau, il peut aller trop vite parce que le cerveau, enfin, il peut penser à mille choses en même temps, surtout chez les personnes avec une intelligence un peu en arborescence, etc. Le cerveau, lui, il n'a pas de limite de vitesse en fait, alors que le corps, il va à la vitesse du corps. Donc c'est pour ça aussi que revenir dans son corps, ça permet beaucoup de c'est canaliser. exactement ça. Mais d'ailleurs, ça me fait aussi penser à un truc par rapport, parce que du coup, on prône beaucoup tout ce qui est le yoga, le sport, etc. Mais il y a quand même un peu une tendance, c'est-à-dire que par exemple, le yoga, typiquement, c'est quelque chose qui est très tendance, où les gens ont aussi cette espèce de compétitivité, où on a envie d'être le plus souple, ou bien le plus fort, etc. Et finalement, même les pratiques qui sont censées nous permettre de revenir à nous, à cause des réseaux sociaux, elles peuvent parfois être hyper compétitives, etc. Et c'est parfois difficile de faire la différence entre s'inspirer de quelqu'un et envier quelqu'un, typiquement. Et du coup, typiquement, je sais que moi, un des trucs qui m'a beaucoup aidé, bon, ça c'est vraiment une anecdote par rapport au yoga, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout, c'est que du coup, je me suis dit, bon, parfois j'arrive à me mettre la pression dans le yoga, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais changer ma pratique de yoga, et c'est comme ça que j'ai une amie qui m'a fait découvrir le yin yoga, où là c'est juste C'est hyper, génial. hyper lent, t'es pas du tout dans la performance, et là, franchement, la conscience de soi, c'est incroyable, parce que quand tu fais du yin yoga, quand tu passes une minute entière sans bouger dans une posture qui t'étire, là, d'un seul coup, tu te permets plus de dire que le temps passe trop vite, tu vois. Non, mais c'est clair, parce que là, t'as qu'une envie, c'est que ça passe, quoi. Et ouais, c'est ça. Et là, je me dis, mais comment les journées de 24 heures peuvent passer à une telle vitesse, alors que parfois, genre juste une minute de yin yoga, t'as l'impression que ça en dure 3 fois plus, quoi. C'est hallucinant. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, de la relativité du temps qui passe, quoi. Exactement. En plus, ce que tu dis, ça m'a fait penser à autre chose. On n'arrête pas de rebondir, tu sais. C'est que ça fait aussi travailler la patience, mine de rien. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, là, quand j'ai fait cette déconnexion des réseaux et d'Internet, ce que tu disais par rapport au dictionnaire, ça m'a fait penser à un truc, justement, parce que j'avais un mot que j'arrivais plus à me rappeler en espagnol. Ah oui. Et tu vois, j'avais mon portable à côté, bah, hop, j'aurais pris un traducteur sur Internet et là, je l'avais pas. Donc, en fait, bon, bah, j'y ai repensé toute la journée en me disant, enfin, toute la journée, à plusieurs reprises, ça m'est revenu, mais comment on dit ce mot en espagnol? Je me Ouais. rappelle plus, etc. Et en fait, ça fait travailler la patience. Et il y a un truc aussi maintenant avec bah, le fait justement d'aller de plus en plus vite, c'est que les gens, en fait, enfin, les gens, je m'inclus dedans, hein, Ah oui, moi on est aussi. de moins en moins patient, en fait. Quand on n'avait pas toutes ces, alors bien sûr, il n'y avait pas toute cette communication qui est hyper intéressante, mais en même temps, pardon, on n'avait pas, on pouvait en fait être plus patient pour attendre que les choses arrivent, que ce soit des lettres par le courrier. Là maintenant, on a tout qui arrive directement. Comme tu disais, bah, les gens en fait, ils nous écrivent, on les a vus dans la journée, ils vont pouvoir nous écrire le soir. Donc en fait, tout arrive instantanément. Donc en fait, ça fait aussi travailler notre patience, le fait de refermer le portable ou de refermer, d'éteindre Internet ou d'être un petit peu coupé de tout ça pour revenir à soi, pour revenir à un mode de vie plus lent, pour ralentir et revenir à soi, revenir à son corps, revenir à son esprit. Ça permet aussi de faire travailler quelque part la patience. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça Ah m'a, ouais, ça m'a fait tilt, en fait, quand j'ai déconnecté la première fois, là. c'est clair. Et en fait, ça me fait carrément penser à ce qui est pour moi une des activités les plus slow qui existent et les plus, justement, qui vont totalement dans le sens de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est d'écrire des lettres à nos proches, en fait. Genre d'écrire des Ouais, lettres. complètement. Genre ça, c'est incroyable. Genre, il y a des gens qui ne le font plus jamais. Genre, il y en a, ils n'ont pas écrit de lettres depuis qu'ils ont découvert Internet, etc. Et il y en a qui y pensent, mais qui prennent pas le temps de le faire, etc. Moi, je l'ai pas fait énormément, hein. Je ne veux pas faire genre que j'écris une lettre par jour à mes amis parce que ça vraiment. Mais quand on le fait, genre, on se rend compte, mais ça a un pouvoir de. Mm. Enfin, c'est tellement différent parce qu'en fait, les messages instantanés, il n'y a pas du tout. Ça pousse pas à l'introspection, ça pousse pas à vraiment livrer nos émotions profondes, etc. Alors qu'écrire une lettre à quelqu'un, t'es obligé de te livrer parce qu'en fait, bah, t'es obligé d'écrire quelque chose de très long. Et là où quand on a un pavé, des fois on a la flemme de le lire, etc. Quand par contre on a une lettre, on est super heureux. Et du coup, je trouve que la lettre manuscrite, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que c'est qu'un retour slow et qui, par excellence, c'est aussi une déconnexion du digital. Donc là, c'est vraiment cumuler les deux et revenir finalement à des choses qui sont plus naturelles. Ouais, Et finalement, complètement. je crois que finalement, le slow living, c'est quand même globalement revenir à tout ce qu'il y avait avant Internet. Ça ne veut pas dire qu'Internet c'est mal, ça veut dire qu'il faut Oui, bien enlever sûr. sa vie, mais ça veut juste dire qu'il ne faut pas effacer ce qu'Internet a remplacé, quoi. Mm. Et du coup, Ouais, c'est exactement ça. Mm. Je
je regarde au niveau du temps parce que comme j'avais pas de montre, justement, il est 49, ça va, on a encore 10 minutes. Euh, Vas-y, dis-moi. Ouais, c'est clair que ça peut toucher tellement à tous les sujets finalement que ça peut être un peu sans fin, mais clairement, ouais, on peut vraiment l'appliquer à tous les aspects de notre existence, quoi. Mais c'est Ouais, vrai que complètement. Internet est quand même très, 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 très marquant, je trouve. Puisque tu disais par rapport à la comparaison, ça c'est clair que ça s'est vu quand plus en fait il y a d'exposition au réseau, plus on a envie finalement inconsciemment de se comparer aux autres, Ouais, parce que bah il y a une compétition avec soi-même aussi qui se met en place. Il faut que ça aussi c'est ouais, au lieu d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est de vouloir toujours être mieux. Alors soit être mieux parce qu'on a une forte on a une grande exigence envers nous-mêmes, mais souvent c'est comme ça aussi qu'on va avoir cette exigence envers les autres. Enfin là, je pars un peu dans tous les sens, c'est mais clair. en gros, Ça rejoint beaucoup, enfin, des facteurs de pression sociale en fait qui sont c'est ça. très très présent. Et justement, j'avais vu un post ce matin que j'avais trouvé très très intéressant. C'était un témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait réussi tard, qu'elle avait réussi, mais elle n'était pas toute jeune et ça fait pas partie de ces trucs genre telle personne a construit telle chose. Ça a seulement 20 ans, etc. Et en fait, il y a quand même une pression faite sur non seulement il faut réussir, mais en plus il faut réussir vite. Et finalement, bon, il y a des C'est gens ça. pour qui ça marche d'aller vite, etc. Il y a des gens qui sont faits pour ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement un modèle unique de réussite, un modèle unique de façon de faire et de façon d'être, que finalement, tous ceux qui sont un peu en décalage avec ça, bah, ils ont l'impression d'être médiocres, en fait. Et ça joue sur l'estime de soi. Et le problème, c'est qu'une estime de soi qui est plus affaiblie, bah, ça pousse à se comparer aux autres, ça pousse à se dénigrer, et ça pousse Exactement. à entrer dans ce cercle vicieux. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Bah, le truc, c'est qu'en fait, les gens vont avoir tendance justement à se sous-estimer parce qu'ils vont croire que les autres. Bah, déjà, en fait, il y a aussi tout le côté des réseaux aussi où on va montrer souvent le bon côté, même si de plus en plus, quand même, les gens ont tendance aussi à partager des choses pour justement bah, pour faire voir que leur vie n'est pas si parfaite que ça. Donc, Ouais, on arrive quand même à beaucoup plus d'honnêteté, de sincérité, mais il y a quand même toujours ce côté ah bah eux, ils ont réussi à faire ça, bah moi, j'aimerais bien faire pareil, moi, j'arrive pas. Et finalement, en fait, on se dévalorise, comme tu dis. Et, euh, et le fait en fait de perdre confiance après, c'est exactement ce que tu dis, c'est le cercle vicieux. Parce que plus on va perdre confiance, moins on va être dans l'être et plus on va être dans le faire aussi. Parce qu'on va vouloir justement faire mieux et on va se donner on va être encore plus exigeant. Et finalement, on, on perd dans tous les cas en fait en agissant comme ça parce qu'on va pas pouvoir reprendre conscience. Là, ça va être justement retourner à soi et méditer, comme tu dis aussi. Ça, c'est quelque chose de super important parce que ça va être vraiment se reconnecter à son être, quoi. ouais, Mais c'est bon, moi, je peux en parler des heures, donc. ouais. Non, mais c'est clair, puis méditer, c'est quand même vraiment quelque chose qui est difficile en fait, parce que ça va tellement contre. Pareil, ça c'est vraiment un truc qui rentre complètement dans l'idée du slow, parce que c'est vraiment genre se prendre la conscience du temps, mais vraiment de plein fouet quoi. Et ça, on a tellement plus l'habitude, vu qu'on vit dans une société qui nous interdit d'avoir la moindre conscience du temps, que du coup, quand on doit compter les minutes, s'égrener, etc., et juste voilà, être présent et ne rien attendre, ne rien faire, etc., en fait, c'est l'inverse total de tout ce que la société attend de nous de méditer. Et du coup, finalement, c'est le moyen le plus efficace de se recentrer, mais en même temps, c'est hyper dur. Et je comprends qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à méditer parce que c'est vraiment faire l'inverse de ce qu'on fait H24. Mais du coup, moi, j'ai tendance à dire que vaut mieux méditer 5 minutes par jour, tous les jours, et petit à petit, en fait, apprendre à mettre la pleine conscience dans son quotidien, plutôt que d'essayer de méditer 1 heure d'un coup, etc. Enfin, faut réussir aussi à se rendre compte que c'est quand même quelque chose de compliqué, et parce que même la méditation, finalement, on arrive à être trop exigeant avec nous-mêmes, alors que c'est pas le but, quoi. Et, C'est ça. et c'est ça, et du coup, ouais, la méditation, typiquement, en fait, j'ai toujours vu ça, c'est un truc, quand je parle de méditation, c'est un truc que je dis toujours, c'est que je vois ça un peu comme un muscle, finalement, la capacité à être pleinement conscient, parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte, à une époque où je méditais très régulièrement, que ma pleine conscience avait été décuplée, et pas seulement dans les 10 minutes par jour où je méditais, ou 10 minutes ou plus, mais c'est-à-dire que juste le fait de méditer 10 minutes, enfin 10 minutes sur 24 heures, c'est genre rien du tout, et pourtant, sur les 24 heures de ma journée, je me sentais plus consciente, j'observais plus mon environnement. Donc ça, pour une artiste qui fait de l'art visuel, c'est quand même bien pratique de penser à lever le nez, de regarder ce qu'il y a au-dessus de nous, etc. Toutes ces choses-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un lien entre la pleine conscience qu'on avait généralement et le fait juste de méditer juste 10 minutes. Et du coup, on se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact dingue et que il n'y a pas besoin de se mettre folle par rapport à ça parce que les effets ils viennent d'eux-mêmes et c'est comme quand on fait du sport, même si on en fait que 10 minutes par jour, nos muscles ils retiennent l'information et pour moi le cerveau c'est exactement pareil.
Donc, Ouais, c'est ça. Puis même au niveau des perceptions, que ce soit des perceptions sensorielles, ouais, c'est ça va être complètement différent parce que plus en fait on va justement méditer, plus on va se retrouver en fait, même comme tu dis, si c'est 5-10 minutes par jour, le fait que ça soit dans la régularité en fait, c'est ça qui est important. Parce que si tu médites 1 heure tous les mois, ah, c'est ça va ça. être tout Pourquoi je différent. compare à un muscle? Parce que justement, un muscle, si tu veux gagner en force, en endurance, en force, en cardio, n'importe quoi, tout le monde sait que pour le sport, c'est la régularité qui prime. Mais du coup, si la méditation, la pleine conscience, ça fonctionne un peu comme un muscle, bah, faut partir de ce constat-là aussi et se dire, bah, du coup, il vaut mieux privilégier la régularité à la quantité. Et c'est pour ça que pour moi, la métaphore entre le sport et la méditation, elle est hyper pertinente, quoi. Hmm. Je vois qu'il est 54. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions Ouais. concernant la thématique ou même concernant après d'autres choses, peut-être plus concernant ce que tu fais toi, Juliette, Mhm. ce que tu proposes, etc. Mais je sais pas si toi tu veux aussi peut-être un petit peu plus parler de où est-ce que les gens après peuvent trouver de l'info sur toi avant peut-être que ça coupe. Bah, du coup, Amadria, c'est mon pseudo sur tous les réseaux sociaux. Mon projet d'entreprise, comme c'est encore un projet, il est disponible nulle part. Pour l'instant, c'est très. Enfin, c'est en pleine phase de création, donc du coup, pour l'instant, il n'y a rien là-dessus. Mais j'en parlerai bien sûr sur ma chaîne YouTube, sur mon Insta, etc. Parce que je compte vraiment relier les deux, vu que c'est des thématiques qui sont très proches. Donc, du coup, si le projet vous intéresse, en tout cas, moi, j'en parlerai via ma chaîne, etc. Et dès que l'entreprise sera créée, en tout cas, clairement, je ferai une grosse vidéo là-dessus, je pense. Et j'ai très hâte. Et ce sera les mois qui viennent, parce que là, je suis vraiment bien lancée. J'ai pas entendu la fin. Je disais, ce sera dans les mois qui viendront parce que là, je suis vraiment bien lancée du coup Hmm. dans la Ouais, création. ouais, ouais. Mais j'ai hâte de voir ça. Ouais, je suis super impatiente aussi. En tout cas, ouais, par rapport à ce que tu disais, là, je vois qu'il nous reste encore du coup 5 minutes, qu'il n'y a pas de questions, donc je vais continuer un tout petit peu à papoter. Euh... dans ce que tu disais aussi, ça m'a fait penser à autre chose, c'est par rapport en fait de se défaire justement par rapport à la société, des croyances qu'on a en fait envers les autres, envers la société et envers nous-mêmes, parce que parfois aussi on s'oblige finalement à faire des choses non seulement par rapport au regard des autres, mais aussi parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on doit faire pour faire partie de la société, pour être accepté, parce qu'on a grandi comme ça et on peut pas finalement rejeter la faute non plus sur les parents, sur la famille, parce que on est tous en fait conditionnés et entre guillemets, il y a des fois un petit peu comme si on était lobotomisés, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est aussi se défaire de tous ces schémas-là pour revenir à notre façon de vivre. Et c'est pas parce que notre façon de vivre est différente que celle du voisin d'à côté qu'elle est moins bien en fait. C'est clair, c'est clair. Ouais, bah là, je suis totalement d'accord. Et sur le côté du formatage, en quelque sorte, qu'on a depuis toujours, ça rejoint aussi ce que je disais sur la pression sociale et C'est ça. tout. En fait, il y a vraiment une hiérarchisation des valeurs, notamment, mais aussi des choses qui sont valorisées par la société et des choses qui ne le sont pas. Et en fait, typiquement, il y a des choses qu'on peut aimer faire. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se remettent à la broderie, par exemple. Bon, c'est pas quelque chose qui est hyper valorisé socialement. Enfin, personne va dire waouh, enfin, c'est pas comme quelqu'un qui va dire je suis champion olympique, tu vois. Mais en fait, c'est la société qui décide si c'est important ou pas. Mais ce qui compte, c'est ce qui est important pour nous et c'est ce qui nous fait du bien à nous. Exactement. Et du coup, même si tu es passionné par un truc complètement inconnu de tout le monde, qui n'est pas du tout Instagrammable ou pas, bah, c'est pas grave parce qu'en fait, du moment que toi ça te fait être en pleine conscience, etc., bah, ça te permet après d'accomplir des grandes choses à côté dans ta vie et tout. Donc en soi, je pense qu'il y a aussi vraiment un côté, il y a une hiérarchisation dans les choses qui sont bien vues et les choses qui paraissent inutiles. Et typiquement, bah, ça se retrouve beaucoup dans l'art, quoi, parce qu'il y a des gens qui vont consommer, vraiment un cinéphile, on trouve que c'est classe un cinéphile, mais pourtant quelqu'un qui passe son temps à regarder des films, on pourrait se dire oh, il n'est pas productif, alors qu'en fait après quand on voit la culture qu'il a, on est admiratif. Donc en fait, tous les objectifs qu'on nourrit sont pertinents du moment que nous ils vont dans le sens de ce qu'on veut dans notre vie, quoi. Exactement. Puis après, je pense aussi qu'au-delà d'être pertinent, il y a quelque chose parfois qu'on oublie, c'est que bah, finalement l'objectif final, c'est aussi d'être heureux. Et Bah oui, au-delà même du faire et de l'être, c'est finalement de se sentir bien dans ce qu'on fait, que ce soit quelque chose, comme tu dis, d'utile ou d'inutile. Tout est utile du moment que ça contribue à notre bonheur, en fait. Du moment qu'on se bah sent ouais, bien. Bon, c'est un peu la phrase de conclusion, mais c'est vrai que ouais. finalement, c'est ça. Bah ouais. Non mais c'est clair. Mais en tout cas, ouais, l'importance d'avoir des loisirs et des passions pour moi dans le côté slow, ça c'est vraiment au cœur du truc, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Juliette, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant Ouais, et ouais, des réflexions super pertinentes. Donc, merci beaucoup pour ton partage. merci à toi. Euh, Avec plaisir. Et ouais, donc vous pouvez... Excuse-moi, oui, je t'ai coupé. Non, non, c'est un peu, je crois.
Ok. Non, ouais, je disais que vous pouvez retrouver de toute façon Juliette, comme tu le disais, sur Instagram, aussi sur sa chaîne YouTube. Elle a plein de vidéos qui sont hyper intéressantes, hyper pertinentes aussi. Je le sais parce que je les ai vues. Je les ai dévorées. C'est vrai que enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont très, très intéressants. Euh, que ce soit sur l'hypersensibilité, le développement personnel, sur l'art aussi. Je sais, il y avait aussi une vidéo que tu avais faite que je trouvais géniale en musique. Je crois que c'était, je sais plus comment ça s'appelait par rapport à la vie en Euh, général. ah, I- euh, Julia, oui, c'est ça. ouais. Qui est magnifique. Enfin voilà, je vous recommande vraiment d'aller voir sa chaîne YouTube. Et sinon, le live, il sera en replay 24 heures sur Instagram. Voilà, donc si vous voulez le voir après, et puis je pense qu'après, je le remettrai encore en replay sur YouTube comme la dernière fois. Je sais pas quand, mais j'essaierai de le faire rapidement. Voilà. Bon, est-ce que pour toi, c'est bon, Juliette, ou tu avais peut-être d'autres Ouais. trucs à rajouter? Non, bah, je trouve qu'on a abordé plein de sujets, c'était super cool et j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. C'est cool. C'est Bon, hyper du chouette coup, de rencontrer avec quelqu'un, en tout cas, c'est cool. comment? Je trouve le fait de dialoguer, ça crée vraiment un truc en plus, genre, Ouais. ça nourrit les idées, quoi. Bon, on aurait pu continuer comme ça, hein. Là, c'est parce que ça va couper, donc je préfère couper avant, mais sinon tu me connais, je suis un peu pipelette. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, Juliette, merci encore. Merci à vous d'avoir été présents. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, Juliette. Ciao.